Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Nous sommes le vendredi 8 décembre. Voici les titres. Le président Alassane Ouattara est en Égypte. Il a pris part ce vendredi au Forum Africa 2017 qui fait la promotion de la coopération Sud-Sud. Le président ivoirien et son homologue rwandais Paul Kagame se sont prononcés sur les défis du développement de l'Afrique. Ici à Abidjan, le comité d'organisation du 5e sommet Union africaine-Union européenne dresse un bilan provisoire de la rencontre tenue les 29 et 30 novembre dernier. Ils ont été reçus par le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui leur a adressé les félicitations du chef de l'État. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en déplacement dans la région du Boclé. Il a lancé les travaux du débarcadère de Sassandra et de l'aménagement du marché central. Ces projets, fruits de la coopération ivoiro-japonaise, vont booster le développement économique de la région. Nous aurons un dossier dans ce 20h consacré aux perdus de vue, les personnes vivant avec le VIH-Sida qui ont arrêté leur traitement et celles dépistées positives qui n'en suivent aucun. Quelles sont donc les raisons? Réponse tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par l'Égypte où s'est ouvert ce vendredi le Forum Africa 2017, forum qui vise à promouvoir la coopération Sud-Sud. Le président Alassane Ouattara participe aux travaux. Le chef de l'État ivoirien et son homologue rwandais Paul Kagame ont parlé d'une Afrique solidaire et intégrée face aux défis du développement. Notre envoyé spécial sur place, Jérôme Kofi Abolin. Quand, au deuxième jour de ses travaux au centre de conférence de Sharm el-Cheikh ce vendredi, le Forum Africa 2017 décide d'accorder une place à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un mérite que le sommet Union africaine-Union européenne tenu récemment à Abidjan a d'avoir fait école à travers son thème. Le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Dans un cas comme dans l'autre, il est question d'investir pour permettre surtout le développement du continent africain, comme le veut particulièrement le rendez-vous de Sharm el-Cheikh. Mais quel type d'investissement? La réponse à cette préoccupation du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à la suite de ses pairs du Rwanda, de la Guinée et de l'Égypte, est sans équivoque. Nous devons absolument cibler les investissements dans les domaines tels que la sécurité, l'industrie, les nouvelles technologies et surtout le développement des infrastructures. Cela comprend également les projets sociaux et dans chacun de nos pays, ainsi que les grands projets sous-régionaux dans le secteur du transport et de l'énergie pour favoriser l'intégration régionale. Mieux, le chef de l'État ivoirien, dans sa démarche, évoque l'exemple de la Côte d'Ivoire pour ce qui est de la réalisation de ces projets de développement. En Côte d'Ivoire, nous avons entrepris d'allouer plus d'un tiers de notre budget national, le budget annuel, aux dépenses sociales, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé, et en mettant l'accent sur l'égalité des sexes, l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans, l'enseignement et la formation professionnelle, ainsi que la couverture médicale universelle. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau, nous avons produit en 5 ans, de 2011 à 2015, autant d'eau potable que pendant les 50 ans qui ont suivi l'indépendance. Nous avons augmenté notre capacité énergétique de 38%, passant ainsi de 1450 MW en 2011 à 2000 MW en 2016, pour un pays qui n'a que 24 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous exportons de l'électricité vers 7 pays de la sous-région. Notre objectif est de devenir la plaque tournante énergétique de notre région et de doubler la capacité à 4000 MW d'ici 2020. Pour le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, dans ses efforts, entend partager. Autrement dit, donner, mais non sans recevoir des autres. D'où son invitation aux investisseurs à prendre la destination du territoire ivoirien en vue d'un partenariat où tout le monde gagne. Je voudrais vous inviter à vous joindre à nous dans la construction d'un avenir durable en Afrique. Et à cet égard, je vous encourage
à investir en Côte d'Ivoire. Et j'encourage les entreprises égyptiennes qui l'ont déjà commencé à venir en Côte d'Ivoire et investir notamment dans le domaine des infrastructures. Aussi, pour l'organisation de la deuxième édition du Forum Africa 2017, le président Alassane Ouattara saisit-il l'occasion pour rendre hommage à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi et aussi pour la contribution des entreprises égyptiennes à la réalisation en Côte d'Ivoire des projets de développement. Tout cela à mettre au compte du renforcement des relations voulues par les deux pays. Les entretiens entre les deux chefs d'État après les différentes allocutions marquant cette journée des travaux du Forum Africa 2017 se présentent comme une occasion de plus pour eux d'en parler. Avant l'Égypte, ici en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a participé au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Il a félicité le comité d'organisation. Ce vendredi, les membres de ce comité ont été reçus par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ils lui ont dressé un bilan provisoire du 5e sommet tenu, je rappelle, les 29 et 30 novembre dernier à Abidjan. Mama Traoré, à Ouattouré. Je vais donc vraiment vous remercier au nom du président de la République, toutes et tous, pour ce travail acharné. Ça n'a pas été facile, c'était difficile. Il y a eu parfois des grincements dedans, mais c'est très bien passé. Je voulais que vous applaudissiez vous-même. C'est par ces mots de gratitude que le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a entamé cette rencontre avec les artisans du succès de l'organisation du 5e sommet Union africaine-Union européenne. À juste titre, car la tenue de ce sommet en terre ivoirienne représentait un défi majeur pour le pays, défi relevé en seulement quelques mois. À l'heure du bilan, il est indéniable que l'organisation du sommet a été un succès éclatant, comme le président de la République a eu à le dire, tant par le haut niveau des chefs de délégation, il y a eu 54 chefs d'État et de gouvernement, mais aussi par l'importance des sujets débattus et des décisions non arrêtées. Les statistiques préliminaires, je dis bien préliminaires, indiquent que le sommet a enregistré environ 6500 personnes, dont 722 journalistes et 2800 hommes d'affaires pour le Forum des affaires. Ce sont au total 82 délégations venues de 54 pays africains et de 28 pays européens qui ont marqué de leur présence le 5e sommet UAUE 2017. Le sommet est certes terminé, mais la mission du comité d'organisation, elle, se poursuit. Je voudrais instruire l'ensemble des membres, et notamment donc le comité technique, à l'effet donc de produire un bilan technique et financier complet du sommet avant la fin donc de ce mois de décembre. Il faut boucler le règlement, s'il en reste, en ce qui concerne les entreprises, les fournisseurs, les prestataires qui ont fait confiance au gouvernement, de manière à ce que tous les marchés qui ont été dûment signés, nous puissions donc prendre les dispositions pour régler, au cas où certains n'ont pas été réglés, avant la fin donc de ce mois, dans toute la mesure du possible. Pour rappel, c'est le 27 mars dernier que le Comité national d'organisation du 5e sommet UAUE a été institué par décret présidentiel. Il est composé de 3 entités, à savoir un comité d'orientation et d'impulsion, un comité de pilotage et d'un comité technique. Et le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu d'autres rencontres. Il a reçu les 2 lauréats de la 2e édition du prix Challenge Digital Africa 2017, prix initié entre autres par l'AFD, l'Agence française de développement. Ces 2 lauréats ivoiriens font partie du top 10 des 770 start-up africaines et françaises en compétition. Viviane Aimé. Ils sont les fondateurs de 2 start-up ivoiriennes qui font partie des 10 sélectionnées parmi 770 start-up africaines et françaises en compétition pour le prix Challenge Digital Africa, initié par l'Agence française de développement, BP France et French Tech. Tous 2 jeunes et talentueux, Diakité Mohamed est le fondateur de la start-up Ethicphone et Baro Lamine, fondateur de Etudes. Ils étaient accompagnés par le ministre de l'économie numérique au cabinet du vice-président de la République. Pour nous, c'est un grand honneur et pour nous, il était important
que ces jeunes gens qui ont été récompensés soient connus de la nation, parce qu'il s'agit de créer l'émulation, de faire en sorte que ceux-là soient des modèles pour d'autres. Il s'agit de montrer ce qu'ils ont réussi à faire. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus rencontrer le vice-président, lui présenter ses lauréats, et puis lui présenter également les projets qui ont été primés. Au sortir de cette audience, ils ont dit leur satisfaction d'avoir présenté leurs réalisations et d'avoir exposé sur leurs différents projets. Nous avons été impressionnés par le leadership du vice-président sur ces questions et en relation avec le digital. Nous avons présenté nos entreprises, notamment Ethicphone, qui est une fintech de paiement et de transfert d'argent international. Nous avons informé le vice-président qu'on allait se déployer bientôt en Côte d'Ivoire et que nous allons apporter des solutions aux besoins donc, des populations, aux besoins des commerçants. Le mien, c'est Etudex, qui est une plateforme de e-learning qui propose des modules de formation orientée entreprise pour permettre aux étudiants et chercheurs d'emploi d'améliorer leurs compétences professionnelles. Monsieur le vice-président nous a félicité pour ça et c'est une étape qu'on vient de franchir. Nous allons continuer encore de développer notre entreprise et impacter le développement du capital humain en Côte d'Ivoire. Notons que la technique mise au point par Ethicphone de Diakité Mohamed bénéficie déjà d'une reconnaissance par la station F en France, qui est le plus grand campus numérique au monde. Les 2 startups ivoiriennes lauréates de la 2e édition du prix Challenge Digital Africa ont reçu leur récompense lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée en marge du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu les 29 et 30 novembre ici à Abidjan. Nous partons à présent pour la région du Boclé, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé aujourd'hui les travaux du débarcadère de Sassandra et de l'aménagement du marché central. Ces projets, fruits de la coopération ivoiro-japonaise, vont booster le développement économique et social de cette région, comme nous l'explique Herman Givi. Ce débarcadère, les populations de Sassandra l'attendent depuis des lustres. La pose de sa première pierre par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient comme une brise de mer, insuffler la dynamique du développement et sortir Sassandra de sa léthargie. Jadis, pôle économique du Bas-Sassandra et des autres districts voisins, Sassandra vit de façon nostalgique son histoire. Sassandra s'est donc mis à rêver. Implorant le Dieu Tout-Puissant de lui venir en aide, ce cri de cœur a été entendu par un grand homme par la volonté de Dieu. Il s'agit de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Monsieur le Premier ministre, vous êtes là pour la pose des premières pierres du débarcadère et du marché central de Sassandra. Le rêve est devenu réalité. Pour le maître d'ouvrage, le ministère des Ressources animales et halieutiques, la pose de la première pierre de ce débarcadère est une véritable opportunité économique pour cette région, dont l'activité principale repose sur la pêche. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la communauté des acteurs de la pêche artisanale et les commerçants de Sassandra ne vous diront jamais assez merci. Merci pour les engagements personnels que vous avez pris afin de faciliter la réalisation de cet important projet, un projet qui va sortir la pêche artisanale du secteur informel en la restructurant en profondeur de manière à garantir les produits qui en résulteront et qui lui permettront une traçabilité conforme aux normes internationales. Aujourd'hui, grâce à la volonté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays, à travers l'ensemble des points de débarquement de pêche, entame ainsi sa marche vers la modernisation de sa pêche artisanale. Partenaire sur ce projet d'une extrême importance, l'agence japonaise de coopération, la JICA. Ces différentes entreprises de mon pays visent à contribuer activement à la mise en œuvre du plan national de développement dans l'objectif d'atteindre l'émergence d'ici à 2020, tout en favorisant un développement harmonieux et équilibré entre les zones rurales et urbaines.
Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué le dynamisme de la coopération ivoiro-japonaise, dynamisme dont les fruits sont bien visibles, tout en rassurant les populations du Boclé sur les questions relatives au développement de leur région. En posant la première pierre de ces deux ouvrages, parlant du débarcadère et du marché central, d'un coût global de 15 372 milliards de francs CFA, le gouvernement vient donner une réponse concrète à la requête des populations qui a été adressée au président de la République. Le débarcadère et le marché central moderne vont profondément impacter positivement le développement économique et social de la commune de Sassandra. Chers parents de la grande région du Boclé, les infrastructures qui vont être construites sont les vôtres. Vous devez tous vous impliquer, toutes communautés confondues, pour en tirer des avantages pour votre bien-être. Oui, le Boclé est une région enclavée qui a besoin d'investissements importants pour valoriser ses riches potentialités économiques, culturelles et touristiques. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris l'engagement en 2015 d'apporter les meilleures réponses à ses préoccupations. Le gouvernement y travaille donc activement et je suis sûr que le moment venu, d'ici 3 ans et dans les 3 années à venir, vous entendrez les bonnes nouvelles parce que le président Alassane Ouattara est un homme qui ne dit que ce qu'il va faire et quand il l'a dit, il le fait. Depuis quelques jours, la ville de Sassandra fait face à des problèmes de fourniture en électricité. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly rassure, ces problèmes seront résolus dans l'immédiat. Je vais rassurer toutes les populations de Sassandra que dans la journée d'aujourd'hui et au plus tard demain, mais nous pensons plus dans la journée d'aujourd'hui que demain, le problème de l'électricité de Sassandra sera réglé. Le débarcadère sera bâti sur une superficie d'environ 1 hectare et pourra accueillir plus de 300 vendeurs. Amadou Gon Coulibaly a par la suite procédé à la visite du nouveau marché de Sassandra, 2,5 hectares de superficie, capacité d'accueil environ 900 commerçants. Voilà, de la parole à l'acte, chose promise, chose due. Comme l'a annoncé le Premier ministre, le transformateur devant régler le problème de l'électricité dans la ville de Sassandra a été réceptionné aujourd'hui même, comme vous le voyez sur ces images. Les populations sur place sont heureuses. Des réactions ont été recueillies par notre reporter Herman Guivet. Nous les écoutons. Nous sommes contents pour que nos enfants, nos petits-enfants aient tout le temps à travailler. Donc, disons merci au président Ouattara. Merci à son gouvernement. Merci à tous ceux qui l'entourent. Merci aussi à tous ceux qui ont pensé à ce débarcadère-là. Merci à tout le monde. Nous sommes très heureux. En tant que fils natif de Sassandra, nous ne pouvons que remercier le président de la République et son gouvernement à travers le Premier ministre qui est un homme d'action, est un homme de parole, est un homme battant qui se bat pour toute la Côte d'Ivoire. C'est un projet novateur, c'est un projet avec un projet d'avenir qui va booster l'économie, donc trouver de l'emploi aux jeunes et donc donner une plus-value à la région, qui est une région touristique, tout le monde la connaît. La région de Sassandra était la région la pourvoyeuse de produits halieutiques et nous pensons que ce projet va ouvrir beaucoup d'horizons. On savoure la joie de la pose de la première pierre de cet édifice que sera le port de pêche, le débarcadère. Ce sera un joyau. Nous avons vu les plans, nous savons sa valeur. Et nous en sommes très reconnaissants au président de la République. Dans le domaine agricole, le projet de production et de traitement de semences certifiées de riz en Côte d'Ivoire est lancé. L'action est de l'Office national de développement de la riziculture et la Banque islamique de développement. C'est une grande première pour la filière rizicole en Côte d'Ivoire qui n'a à ce jour qu'un seul centre de conditionnement et de traitement des semences certifiées. Le reportage de Cheikh Koné. Depuis de nombreuses années, la filière rizicole en Côte d'Ivoire est confrontée à une faible capacité de production sémencière. Seulement 2000 tonnes de semences sont produites chaque année face à des besoins des riziculteurs 10 fois plus importants. Notre incapacité présente à fournir assez de semences aux paysans sémenciers va faire qu'ils vont s'adresser à d'autres horizons. Donc on sait que ça c'est un mal, mais c'est un mal qui a sa solution dans le dispositif que nous sommes en train de mettre en place. C'est pour permettre le renforcement des capacités nationales de production de semences certifiées de riz et l'extension progressive des zones de production
que la Banque islamique de développement, BID, et l'État de Côte d'Ivoire ont respectivement approuvé le décaissement de plus de 15 milliards de francs CFA pour la construction de centres de production de semences. Ce projet consistera en la construction et l'opérationnalisation de 7 centres de conditionnement de semences et 4 laboratoires de certification dans les localités de Yamoussoukro, Korogo, Gagnoa, Odiéné, Man, Agouéville et Bondoukou pour une capacité minimale annuelle totale de 26 000 tonnes de semences par an. Ce projet est la base du développement de la stratégie risicole de Côte d'Ivoire. Parce que nous savons tous que les semences sont le point d'entrée de tout développement. Surtout les bonnes semences, les semences certifiées. Prévu pour une durée de 3 ans sur la période 2017-2019, ce projet de production sémencière est le deuxième du genre financé dans le monde par la Banque islamique de développement. Les acteurs de l'industrie ivoirienne de la noix de cajou et les institutions financières se sont réunis ici à Abidjan pour un forum sur l'accès au financement dans la transformation du cajou. Ce forum va permettre une meilleure connaissance du secteur de la transformation de la noix de cajou par les établissements bancaires en vue de faciliter l'accès au financement et surtout augmenter le taux de transformation par les entreprises locales. On retrouve Cheikh Koné. Avec une production annuelle d'environ 700 000 tonnes, la transformation de la noix de cajou pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de créer au moins 200 000 emplois avec un revenu minimum de 1 440 milliards de francs CFA par an. Cependant, nous n'en sommes pas encore là, car le pays ne transforme à ce jour que 10% de sa production annuelle. En cause, la question de l'accès au financement. Le nerf de la guerre étant le financement, nous avons pensé qu'il était bon de réunir sur une même place les banquiers et les transformateurs en vue d'avoir tous une meilleure compréhension du secteur d'activité. La tenue de ce forum sur l'accès au financement pour la transformation de l'anacarde va permettre aux institutions financières d'avoir une meilleure compréhension du secteur de la transformation afin de proposer des produits financiers plus adaptés. Le gouvernement a pris d'importantes mesures depuis 2013 où un programme a été arrêté par le gouvernement afin de développer la transformation locale de la noix de cajou. Pour la campagne 2016, ce sont près de 3 milliards de francs CFA qui ont été versés aux transformateurs au titre de cette subvention. Pour 2017, les dispositions sont en train d'être prises pour le paiement des primes dues. Pendant 2 jours, les participants du forum vont réfléchir sur plusieurs mécanismes innovants de financement, en particulier la prise en compte du facteur risque dans le secteur de la transformation. Au chapitre défense de ce 20h, la Marine nationale ivoirienne renforce son dispositif de sécurisation. Elle vient de recevoir un patrouilleur. Ce navire est un don de la Chine. La cérémonie de remise officielle a eu lieu aujourd'hui même à Vridi, à l'atelier de la Marine nationale. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Michel Digri. C'est un patrouilleur qui peut embarquer une vingtaine de personnes pour une autonomie de 4 jours. Ce don de la Chine à la Marine nationale de Côte d'Ivoire vient accroître les capacités de surveillance et de protection de l'espace maritime du pays. La remise de ce navire est le fruit de la coopération militaire initiée par les 2 pays en juin 2015. Conformément à l'accord signé entre les armées chinoises et ivoiriennes en 2015, un patrouilleur chinois est arrivé en Côte d'Ivoire en mai 2017. Une équipe de 13 experts de la marine chinoise est arrivée quelques jours après. La partie chinoise et la partie ivoirienne se sont aussitôt mis au transfert technique de ce don. Nous sommes réunis pour recevoir ce patrouilleur qui va renforcer la capacité de nos marins dans le cadre de la lutte contre la piraterie, dans le cadre de la défense de nos zones exclusives maritimes, dans le cadre de la protection de notre économie. Car comme tout le monde le sait, les enjeux de la mer pour un pays comme la Côte d'Ivoire sont majeurs pour son économie. Et le gouvernement a créé un secrétariat dédié à la gestion de toutes les implications de l'État en mer. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a tenu à rendre un hommage à l'ambassadeur chinois.
Et je vois ici votre engagement personnel, toujours à nous aider à faire en sorte que l'axe Abidjan-Pékin soit un axe majeur de la stratégie de coopération entre un grand pays d'Asie, la Chine, et un grand pays africain, la Côte d'Ivoire. D'importants matériels ont été remis à l'atelier de la Marine nationale à Vridi pour améliorer ses capacités d'intervention. On en arrive au dossier consacré aux perdus de vue qui se classent en 2 catégories. Les personnes vivant avec le VIH-Sida et qui ont arrêté leur traitement. L'autre catégorie concerne les personnes dépistées, positives et qui ne suivent aucun traitement. Mais quelles sont les raisons? Combien sont-ils, ces perdus de vue? Que risquent-ils? Et surtout, quelle action mène le ministère ivoirien de la Santé pour résoudre cette question? Réponse avec David Soyo et Franck Quadio. Ces pas sont ceux de Blandine, nom d'emprunt. Cette ménagère, la quarantaine révolue et séropositive, avait décidé d'arrêter le traitement quelques années plus tôt. C'est dans un lieu public, c'est un hôpital public, tout le monde va là-bas. Tu as peur même de croiser quelqu'un que tu connais dans ton quartier. Tu as assis là, ton cœur bat comme ça. Ils viennent là, ils ne vont pas bien nous prendre, ils nous parler mal. Tout ça qui m'a découragé, puis je ne venais pas. Rita, elle, dans le déni, avait refusé de commencer le traitement. J'ai arrêté le traitement parce que chez moi, cette maladie n'existait pas. Donc je n'ai pas cru à ça. C'est pourquoi je ne prenais pas le médicament. Autre raison pour laquelle certains séropositifs arrêtent leur traitement, les effets secondaires. Quand j'ai commencé le traitement, au début, ça me fatiguait. C'est comme si je ne prenais pas de médicaments. J'étais tout le temps malade. Je n'avais pas de force. J'étais tout le temps découragée. Je n'avais plus goût à la vie parce que je me disais que c'est un truc. Quand les gens vont savoir que j'ai cette maladie, ils ne vont jamais m'accepter. Blandine, Rita et Elisabeth ont été considérées comme des perdus de vue. Ces personnes dépistées positives au VIH-Sida qui n'ont jamais commencé à prendre les ARV ou qui ont arrêté le traitement. Elles représentent à peu près 20%. Sur 460 000, le nombre de personnes infectées du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, selon le programme national de lutte contre le sida. Chez nous en Côte d'Ivoire, on définit les perdus de vue pour une période de 3-6 mois. Quand les personnes ne viennent pas chercher leur traitement, on se dit que c'est des personnes qui sont perdues de vue. Quand vous commencez le traitement et qu'à un moment donné, vous abandonnez le traitement, vous vous mettez dans une situation de rechute et de survenue des affections opportunistes. Et également dans une situation de développement de résistance. Je crois que le danger, c'est d'abord pour eux-mêmes. Parce que le traitement antirétroviral, on ne cessera jamais de le dire, c'est la seule façon de maintenir les personnes infectées par le VIH en vie et le plus longtemps possible. Une situation préoccupante d'autant qu'elle est un facteur de propagation de l'infection. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le programme national de lutte contre le sida, initie un ensemble d'actions dans ce sens. La première action consiste à les appeler parce que quand vous commencez le traitement, il y a un ensemble d'informations qu'on collecte, comme par exemple par quel contact on peut vous joindre. La deuxième chose, quand ces personnes au moment de commencer le traitement acceptent à un moment donné qu'on vienne les voir chez eux à la maison, on envoie les agents communautaires qui vont à la maison pour voir s'ils peuvent retrouver ces personnes. Et quand ils retrouvent ces personnes, on les ramène dans les soins. Ensuite, les autres actions, ça consiste vraiment à tout mettre en œuvre pour les retrouver. Soit indirectement, à travers d'autres personnes qui les connaissent, ou même à travers des personnes qui sont sous traitement, des personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement, mais qui connaissent leur père. Et donc, c'est toutes ces actions que nous essayons de mettre ensemble pour retrouver ces personnes et les ramener dans les soins. La 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA, qui se déroule sur les bords de la lagune Ébrié, est un moment choisi pour les responsables de santé et leurs partenaires d'intensifier les campagnes de sensibilisation à travers des panels en vue de fléchir les indicateurs du taux des perdus de vue.
Voilà, les perdus de vue, un dossier réalisé par Davis Oyo et Franck Quadio. Les inspecteurs généraux des ministères se sont retrouvés mercredi dernier à l'auditorium de la primature au Plateau sur invitation de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Les échanges ont porté sur le contrôle, l'inspection et la bonne gouvernance. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Rencontre de prise de contact, mais surtout de remobilisation des acteurs de la chaîne de contrôle de l'ordre administratif. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, a insisté au cours de cette réunion sur le rôle du contrôle en tant que levier de la bonne gouvernance. Notre mission d'inspecteur n'est pas facile, car il nous faut veiller tant au bon fonctionnement des services qu'au bon usage des deniers publics. Nous devons l'exercer pleinement, fermement, mais avec intelligence. Sortez des garages dans l'esprit populaire pour devenir des vaillants soldats au service de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Théophile Awandoli entend faire de la formation et du renforcement des capacités des inspecteurs généraux un des axes majeurs de sa politique à la tête de l'inspection générale d'État. Une rencontre d'échange direct au thème de laquelle les inspecteurs ont exprimé leur satisfaction. Il y a eu déjà une structure de collaboration entre les différentes structures de contrôle et d'inspection qui ont été mises en place. Donc, il va renforcer cette structure-là afin que nos actions puissent être plus coordonnées et plus efficaces sur le terrain. Nommé le 14 juillet 2017, Théophile Awandoli s'est fixé pour objectif de renforcer le cadre de collaboration entre, d'une part, l'inspection générale d'État et d'autre part, l'inspection générale des finances et les inspections générales des ministères. Hors de la Côte d'Ivoire, la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo a été visée par une attaque. Le bilan est lourd, 14 casques bleus et 5 militaires congolais ont été tués. Plus de 50 autres soldats ont été blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre la mission des Nations Unies au Congo depuis son déploiement en 1999. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Surtout, très belle soirée sur RTI1.